Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir TV Sud. Nous sommes le lundi 17 janvier. Les titres de ce journal avec les premiers coups de pioche. Le chantier du trambus a commencé aujourd'hui. Uzès, capitale de la truffe. Le diamant noir a été négocié à 900 € le kilo. Nous reviendrons sur les bons résultats sportifs des clubs gardois ce week-end. Et on terminera cette édition avec le festival de flamenco et le spectacle atypique d'Andrés Marín. C'est donc le début des grands travaux de la ligne nord-sud du trambus Tango Plus. Les premiers coups de pioche ont donc été donnés ce matin à la rue de la République entre le Jean Jaurès et la rue du Haudat. Conséquence, le stationnement sera interdit sur ce secteur. Cette première phase de travaux devrait durer jusqu'au mois de mai. L'autre chantier important qui a démarré aussi aujourd'hui concerne le tronçon opposé sur cette ligne Tango Plus entre l'autoroute A54 et l'avenue de la Liberté. Ce chantier devrait être livré en septembre prochain. Les automobilistes devront donc s'armer de patience. Pendant toute la durée des travaux, le trambus sera sur les rails seulement à partir du 21 juin 2012. Le mur d'Alès est toujours au centre des discussions. Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a donné sa version des faits samedi pendant le conseil municipal. La semaine dernière, le comité de quartier de la route d'Alès avait demandé à la municipalité de prendre ses responsabilités en ordonnant la destruction de ce mur haut de 7 mètres. Explication, Marlène Laroche, Olivier Michel. Le mur de la honte, route d'Alès, 130 mètres de long, 7 mètres de haut et presque 2 ans de procédure pour les riverains. En mai 2010, le tribunal administratif rend son jugement, reconnaît l'irrégularité du mur et annule l'autorisation de construire. Dernier recours pour le propriétaire, le pourvoi en cassation, demande rejetée par le Conseil d'État en décembre dernier. Le mur est ainsi classé construction illégale. Les riverains s'invitent samedi dernier au conseil municipal pour demander à la mairie que le jugement soit appliqué et le mur détruit. La réponse du maire ne les satisfait pas vraiment. Alors qu'il s'était engagé auprès des habitants du comité de quartier il y a un an, au mois de décembre 2009, lors de l'Assemblée générale, il s'était engagé à respecter les décisions de justice qui allaient être rendues. Les décisions de justice sont rendues et aujourd'hui nous sommes en l'état d'une décision de justice définitive. Donc il faut effectivement qu'il agisse, il faut qu'il mette la situation en conformité avec la décision de justice. Or il nous a dit aujourd'hui, ouvertement, qu'il ne comptait rien faire. Et non seulement qu'il ne comptait rien faire, mais qu'il ne pouvait rien faire, ce qui est totalement faux, puisqu'effectivement, le Grenelle 2 que M. Fournier a voté il y a quelques mois permet effectivement aujourd'hui à un maire donc d'agir dans ces conditions-là. Le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, de son côté, assure ne pas avoir la possibilité d'agir, le service d'urbanisme de la ville ayant accordé en 2008 le permis de construire pour ce mur. Je me vois mal dresser un procès verbal dans la mesure où il a eu une autorisation. Donc, effectivement, à part si les associations veulent faire une procédure, eux peuvent la faire, mais moi je n'ai aucune possibilité de faire une procédure dans la mesure, je le rappelle, où il y a une autorisation qui a été donnée au départ, avec bien sûr une erreur dans nos services d'urbanisme, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le propriétaire a fait ce mur avec une autorisation. Bien sûr, les riverains peuvent agir, c'est certain. Mais la première personne qui peut agir et pour elle l'action est plus facile, c'est la commune, puisque le code de l'urbanisme lui donne la possibilité. Et comme je le dis depuis le début, si la commune n'agit pas, nous demanderons au tribunal administratif l'autorisation d'agir à sa place. Et donc ça sera la commune qui agira au travers de la volonté des habitants du quartier. Une affaire à suivre donc. Uzès accueillait ce week-end son grand marché aux truffes. Plus d'une centaine de kilos de truffes ont été vendus. Le précieux champignon s'est négocié à 900 € le kilo. Et même le curé de l'église d'Uzès a eu la bonne surprise de retrouver des truffes dans la corbeille aux offrandes lors de la messe dimanche matin. Reportage au pays de la truffe, Olivier Michel. Uzès, son duché, son évêché et sa truffe. À l'origine simple champignon qui pousse au pied d'un chêne, la tuber melanosporum a de par sa rareté et son goût pris de la valeur. À tel point que le diamant noir qui se vend à 900 € le kilo se retrouve même à l'église, déposé dans le panier de la quête, puis béni.
Je ne savais pas, parce que j'ai déjà été prêtre ici dans le passé. Je ne savais pas qu'il y avait cette bénédiction, mais j'ai connu ailleurs d'autres bénédictions. Je venais du Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi. On bénissait les bateaux et la mer. Alors, c'est toujours quelque chose de la création. Dans le passé, on allait même dans les villages, on allait au croisé des chemins bénir les terres, les propriétés, les récoltes. Aujourd'hui, on ne va plus à l'extérieur, mais on peut très bien faire la bénédiction des fruits de la terre. Exemple, ici, la truffe. Une bénédiction célébrée pour la 4e année. Les truffes collectées lors de la quête prennent, après la messe, la direction du marché de la place aux Herbes. Mais pas question pour elles d'être présentées en catimini sous les arches. Elles sont bénies et une autre grand-messe les attend sur un autre autel, celui des ventes. Les truffes sont mises aux enchères pour la bonne cause, celle de l'association Bethel, qui gère une maison d'accueil pour enfants handicapés. 125 une fois, 125 deux fois, adjugé à monsieur. Vous êtes gourmande ou généreuse? Les deux. Ben, les deux, bien sûr. C'est au départ pour bonne cause et en plus de ça, étant gourmand et gourmet, on va se ravir de pouvoir apprécier ces truffes du pays. Bonne cause d'abord, mais après on verra pour le goût. Rien n'empêche l'autre. Cette année, la vente aux enchères a rapporté 1 330 €, une démarche qui aurait sans doute séduit Antoine Legrand, saint patron des trufficulteurs. Et pour apprécier le diamant noir, la truffe se cuisine généralement le plus simplement possible. De passage à Uzès ce week-end, Christian Bourquin, le président de région, et Damien Larry, le président du Conseil général du Gard, nous ont livré leurs petits secrets culinaires. On les écoute au micro d'Olivier Michel. Écoutez, quand j'ai l'occasion d'en manger, je la mange avec des petites rattes, des petites pommes de terre qui sont bien cuites, et puis je la râpe dessus 3 ou 4 heures avant. Je laisse reposer et je mange la salade le soir. Et c'est fabuleux. Bon, bien lavé avec une brosse à dents pour enlever la terre, mise en lamelles, du sel dessus pour relever le goût, à peine un peu d'huile d'olive, sur du pain grillé à fine lame. Vous mangez ça, c'est préparé en 5 minutes. Excellent. En omelette? En brouillade, bien sûr, vous pouvez le faire, là, si vous avez quelques instants. Mais avant la brouillade, un œuf à la coque. Vous savez, vous laissez les œufs à la coque une nuit dans un même tupperware. Excellent également. Vous avez l'œuf à la coque qui a le goût, et en plus vous mangez la truffe. Donc là, c'est coup double. On en a l'eau à la bouche. Justice à présent avec la 6e journée du procès Bissonnet. Jean-Michel Bissonnet, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son épouse à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, il y a 3 ans, était à la barre. Aujourd'hui, il a répondu aux questions des avocats. Compte rendu de cette nouvelle audience, Jean Brun. Prévu sur la journée de vendredi, l'interrogatoire de Jean-Michel Bissonnet sera finalement prolongé ce lundi pour permettre aux avocats de la partie civile de le questionner à leur tour. Sur ses gardes concentrés, Bissonnet reproche à la partie civile des questions, des interprétations à sens unique, destinées à en faire le coupable idéal. Il se défend bien, ça veut dire je pense qu'il a corrigé les erreurs de la première audience, mais je continue à dire qu'il y a une faculté énorme de fuite, d'esquive, dès qu'on aborde les 5 ou 6 problèmes sur lesquels il n'a pas de réponse. Bissonnet, soit c'est une forfaiture des gendarmes, soit il est tellement traumatisé par le spectacle de sa femme qu'il ne se rappelle plus, soit c'est une faute de frappe. Il y a toujours, chaque fois qu'on aborde un problème qui le gêne et qui signe sa culpabilité, une réponse de cet acabit-là. Tout à sa logique, Bissonnet tente de démontrer que le jardinier Belkacem et son ami d'Harcourt sont les seuls auteurs du meurtre de sa femme, qu'il est étranger à cette affaire. Après son audition par les gendarmes le soir du 11 mars, il ne peut pas dormir, il sort se promener dans le centre de Montpellier. Lorsqu'il dit « je suis sorti de chez mon beau-frère au hasard parce que j'avais besoin de réfléchir et je pensais à Méziane Belkacem », il y a une certitude, c'est qu'il se rend à proximité, voire devant le domicile de Méziane Belkacem. Il sait qu'il ne peut pas l'appeler parce que c'est risqué, et là on peut s'interroger. C'est encore une coïncidence extrêmement troublante dans ce dossier. Et puis, lorsqu'il n'a pas d'explication, Bissonnet n'hésite pas et met en cause la probité de certains enquêteurs. Leur audition à venir promet des échanges musclés.
Et on passe au sport. Les sportifs gardois avaient le sourire ce week-end. Les Crocos reviennent de Châteauroux avec un point. Les filles de Bouillargues commencent bien l'année. Regardez. On ouvre cette page sport avec le football et la 20e journée de L2. Le Nîmes Olympique était sur la pelouse de Châteauroux samedi. Les Crocos ont assuré le minimum mais sont malheureusement passés à côté des 3 points de la victoire. Un match qui était pourtant à leur portée. Première demi-heure de jeu sur ce tir de Mokanjo. Très en forme en ce moment, le Nîmes Olympique ouvre le score 1-0. À la mi-temps, pourtant les occasions de faire la différence ne manquent pas. Notamment sur ce tir détourné de Mostefa ou encore sur cette occasion menée par Haïté. Deuxième période, les Nîmois continuent à imposer leur jeu, mais n'arrivent pas à trouver la combinaison pour tuer le match. Et contre toute attente, sur cette tête de cordonnier, Châteauroux égalise en toute fin de partie. Le Nîmes Olympique reste dans le ventre mou de ce championnat, 9e, à 6 points du premier Évian. Dans l'ensemble, on continue notre progression et on est très content du résultat. Et alors on pourrait penser qu'on pourrait avoir plus sur ce match, je crois pas. Je crois qu'ils ont vraiment fait les 20-25 dernières minutes qu'il fallait. Et bravo à cette équipe de Châteauroux. Je pense qu'aujourd'hui, on était bien en place, on a bien débuté le match, on a eu des occasions, on a réussi à marquer, mais bon, à la fin, je pense qu'on n'a pas été, on a eu un moment un peu d'égarement, je vais dire, défensivement, et ce qui nous coûte cette égalisation, mais bon, on va pas faire la fine bouche, un point, c'est bien. Et il y avait du handball féminin samedi soir. Les filles de Bouillargues qui évoluent en D2 recevaient Angoulême. Les Gardoises auront finalement le dernier mot au terme d'un match très accroché. Résultat des courses, 33-31. Les filles de Bouillargues prennent la 10e place du classement de ce championnat de 2e division. Une belle victoire pour commencer 2011. J'espère que ça va continuer, sachant que on se connaît un peu plus. On a plus confiance à sa copine, donc c'est ce qui a changé aussi aujourd'hui. Et on termine avec de l'escrime. Le Parnasse accueillait ce week-end l'une des étapes du circuit national épée senior. Et c'est le franco-cubain Ivan Trevero qui remporte haut la main cette compétition. Et en rugby, le RCNG continue son ascension. Hier, les Nîmois ont largement dominé à Sigean. Ils se sont imposés 46-7 et se retrouvent 2e au classement de Fédéral 2. Le festival de flamenco bat son plein. Vendredi soir, le danseur chorégraphe Andrés Marín a repoussé les limites de son art devant une salle comble. Cet autodidacte atypique n'a pas laissé le public indifférent. Je vous propose de regarder un extrait de sa création. C'était vendredi au Théâtre de Nîmes. Et c'était Andrés Marín. Le festival de flamenco, c'est jusqu'au 22 janvier. C'est la fin de ce journal. À suivre, Miroir des sports, présenté par Christophe Chez. Nouveau point sur l'actualité, demain, 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir TV Sud.